Vous êtes sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver ce dimanche, comme tous les dimanches. Au sommaire, aujourd'hui, voici tout de suite nos thèmes. Proclamer l'indépendance et tout de suite la suspendre, c'est le choix du chef du gouvernement catalan pour relancer le dialogue avec Madrid, mais un dialogue sur quoi? Cette position médiane ne satisfait pas les autorités espagnoles. La Catalogne sera-t-elle mise sous tutelle? Dépôt de plainte à la CPI contre Nicolas Sarkozy pour la guerre en Libye, c'est la première action du tout nouveau Front international de la société civile panafricaine, parrainé par Tiken Jah Fakoly. L'émergence de sociétés civiles fortes, une lame de fond sur le continent. Est-ce un héritage de Thomas Sankara, 30 ans pile aujourd'hui après sa mort? Le Premier ministre canadien Justin Trudeau en tournée aux États-Unis et au Mexique sur fond de négociations compliquées sur l'ALENA. Se dirige-t-on vers la fin de l'accord de libre-échange nord-américain? Quelles conséquences cela aurait-il sur l'économie mondiale? La Française Audrey Azoulay est la nouvelle patronne de l'UNESCO, une organisation onusienne au bord de la faillite et affaiblie par le retrait cette semaine des États-Unis et d'Israël. Comment Audrey Azoulay peut-elle sauver l'UNESCO? Voilà pour les thèmes, et pour les commenter, les décrypter, les analyser, voici tout de suite nos kiosqueurs. Luis Miguel Pascual, correspondant à Paris pour l'agence de presse espagnole EFE, dans la capitale française depuis près de 20 ans. Et avant ça, journaliste en Espagne pour différents médias. Merci. Claude Guibal, grand reporter au service étranger de la radio France Inter, spécialiste du Proche-Orient, des questions liées à l'islam radical, après avoir été la correspondante de plusieurs médias français en Égypte, puis en charge du service international à France Culture. Ziad Limam, directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine, mensuel francophone international édité en France et consacré au continent sous l'angle politique, sociétal et culturel. Et puis Christian Rioux, journaliste, essayiste, chroniqueur politique et correspondant en Europe du quotidien québécois Le Devoir, également membre associé de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Merci à vous quatre d'être ici en ce dimanche dans Kiosque. Merci évidemment à vous qui nous regardez. Vous pouvez nous faire part, comme toujours, de vos commentaires, de vos questions sur les réseaux sociaux, soit sur notre page Facebook ou alors retrouvez-nous sur Twitter avec le hashtag le mot dièse Kiosque. La République de Catalogne a donc vu le jour mardi, mais à peine proclamé, déjà suspendu. Avec ce coitus interruptus, le président séparatiste Carles Puigdemont n'a pas convaincu le gouvernement espagnol qui lui demande d'être plus explicite, et il a surpris les plus fervents indépendantistes. Nous sommes arrivés à un moment historique et en tant que président régional de la Catalogne, j'assume le mandat d'annoncer les résultats du référendum devant vous tous et devant nos citoyens. Le peuple a décidé que la Catalogne veut devenir un État indépendant sous la forme d'une république. Nous ne parviendrons à un accord que par la responsabilité et le respect. Et dans cet esprit, le gouvernement propose que le Parlement suspende les effets de la déclaration d'indépendance, à condition que nous entamions dans les semaines qui suivent le dialogue, sans lequel il est impossible de parvenir à une solution. Le Conseil des ministres s'est mis d'accord ce matin pour demander formellement au gouvernement de la Généralité de confirmer s'il a déclaré l'indépendance de la Catalogne, malgré la confusion délibérée créée par son entrée en vigueur. Alors, en proclamant l'indépendance, Carles Puigdemont satisfait sa base. En suspendant l'indépendance, il s'adresse aux autres Espagnols et les prend à témoin de sa volonté de dialoguer. Est-ce qu'il est sage et raisonnable ou est-ce que c'est un bon tacticien, Christian? On est face à une situation qui a des aspects, je dirais, ubuesques. Un pays déclare son indépendance, personne n'applaudit, personne ne va au balcon dire « Vive l'indépendance ». Il ne se passe rien. Il fallait être là-bas pour voir comment les foules ont réagi de manière totalement calme. Personne ne s'imagine. Personne ne s'imagine. Pendant 2 semaines, vous étiez en Catalogne, je le précise pour nos téléspectateurs. Personne ne s'imagine, à part peut-être Mariano Rajoy, dans certains de ses rêves, que la Catalogne a proclamé son indépendance. Les nationalistes catalans sont bien embêtés par le référendum qui s'est tenu il y a 2 semaines, parce que c'est un référendum auquel seulement 42% des gens ont pu participer, à cause, entre autres, du sabotage de Madrid, mais pas seulement, aussi à cause du boycottage aussi d'un certain nombre de gens qui défendaient le non. Donc, la base, je dirais, politique n'est pas suffisante pour proclamer l'indépendance, mais on a en face quelqu'un qui fait semblant
qu'on aurait peut-être proclamé l'indépendance et qui brandit sa massue pour écraser une mouche, en fait. C'est ça. Et c'est de ça que menace un peu Rajoy, menace la Catalogne, dans le fond. Menace un peu la Catalogne de l'écraser, littéralement, de suspendre son indépendance. Bien qu'en fixant des étapes, en reportant toujours les choses, en mettant des nouveaux ultimatums un peu plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe véritablement sous ça? En dessous de ça, on a des indépendantistes qui voudraient peut-être avoir un vrai référendum, comme les Écossais ont eu droit d'en avoir. Ça, là-dessus, 82% des Catalans sont d'accord, ils veulent un référendum sur ce sujet-là. Et on a un État espagnol qui est bien embêté et qui a quand même été obligé de dire on va peut-être reprendre des négociations constitutionnelles. Est-ce que les lignes ont bougé cette semaine? Parce qu'on a l'impression depuis quelques semaines que c'est deux trains qui foncent l'un contre l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sorties de crise possibles? Comment ça pourrait se passer? Moi, à la différence de mon confrère, je n'étais pas là pendant ces moments-là, mais je l'ai perçu de façon totalement différente que lui, parce que moi, j'ai perçu aussi une certaine confusion. Pas que chez le gouvernement espagnol, chez les gens. Il y a des gens, des Catalans, qui croyaient qu'ils savaient déclarer l'indépendance, que le président Puigdemont avait déclaré l'indépendance, et des gens qui ne le croyaient pas. De toute façon, il a déclaré suspendu quelque chose qu'il n'a pas déclaré, ça serait un peu bizarre. Donc, il y a une certaine confusion. Donc, pour moi, l'appel à clarification, qui est déjà un processus, qui enclenche un processus de suspension de l'autonomie, ça c'est vrai, mais c'est quelque chose qui peut clarifier, qui peut mettre les choses plus claires sur la table pour voir où on peut continuer. Si vraiment, quand vous dites qu'il n'a pas déclaré l'indépendance, je ne sais pas, il a qu'à le dire. Il a jusqu'à demain, lundi, pour dire non, je n'ai pas déclaré l'indépendance. Donc je crois que c'est un processus de clarification qui était nécessaire, à mon avis, pour continuer, parce que sinon, même... on sait très bien que Carles Puigdemont ne peut pas dire « je ne déclare pas l'indépendance ». Son gouvernement dépend d'un groupe d'extrême gauche qui s'appelle la CUP, qui, lui, veut absolument l'indépendance, déclarer l'indépendance, et même souhaiterait la suspension pratiquement de l'autonomie de la Catalogne pour pouvoir entrer en résistance, pour pouvoir peut-être augmenter le nombre d'indépendantistes et tout ça. Donc, Carles Puigdemont ne peut pas ni dire l'un ni dire l'autre. Il n'a dit ni l'un ni l'autre. Donc, il s'agit de le constater. La situation est bloquée des deux côtés, du côté de Barcelone, du côté de Madrid. Mais maintenant, la question qui se pose, puisque Carles Puigdemont fait son discours en disant mais il va falloir négocier, il va falloir parler, mais négocier sur quoi, Ziad? Sur l'indépendance, sur une autonomie élargie? Quelles sont les options qui s'offrent aujourd'hui dans une situation comme celle-là? D'abord, je ne suis pas espagnol, donc il me manque peut-être tout un pan émotionnel sur cette histoire, même si on s'intéresse à ce pays qui est proche de nous, qui est de l'autre côté de la frontière, qui est notre voisin. Moi, ce que je vois peut-être de l'extérieur, c'est d'abord qu'une démocratie qui semblait établie, durable, structurée, avec un système de province, enfin d'autonomie des régions, etc. On s'aperçoit que ça est très fragile, qu'on n'a peut-être pas soldé tous les comptes de l'histoire, qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qu'il y a des choses qui traînent sous la table, des dossiers poussiéreux qui remontent, et que tout ça explique aussi beaucoup les événements qui se passent. La deuxième chose, c'est que moi, en bon français jacobin, centralisateur, État central, etc., je ne suis pas absolument fasciné par ces mouvements indépendantistes en Europe. D'abord, je trouve qu'il y a un lien plus ou moins marqué avec le populisme ou une forme d'anarcho-gauchisme très puissante qui veut détruire les structures, qui veut tout remettre en cause. Et je trouve qu'on a déjà suffisamment, excusez-moi du mot, de problèmes, pour ne pas dire autre chose, pour ne pas rentrer dans ces processus de délitement qui, malgré tout, ça se discute. Après, troisièmement, que le débat sur l'autonomie, sur la fédéralisation de l'Espagne, sur l'État moderne espagnol soit réouvert, bien sûr, qu'il y a une discussion entre le centre et les périphéries, bien sûr, que les Basques qui ont un régime peut-être différent, les Catalans ont un régime différent, etc. Pourquoi? Et peut-être que tout ça peut se remettre sur la table. Mais ça supposerait aussi, mais mon voisin pourra peut-être me le dire ou pas, qu'il y ait quelque chose de plus légitime politiquement à Madrid. On a un gouvernement minoritaire qui est perclus d'affaires de corruption, qui quand même pas forcément le gouvernement le plus emballant de l'histoire moderne de l'Espagne. Donc peut-être qu'aussi il faudrait des... Alors on va vous laisser répondre, Luis Miguel, parce qu'il y avait pas mal d'éléments de réflexion là. Il y en a un, c'est la force du gouvernement espagnol aujourd'hui. On se souvient 10 mois sans gouvernement en Espagne, crise politique. Et puis l'autre aspect qui est celui des statuts des régions.
C'est vrai que le gouvernement est minoritaire, ça c'est vrai. Mais s'il y a un point sur lequel il a l'appui principal parti de l'opposition, c'est ce point-là. Donc on ne peut pas dire que de ce point de vue, il soit affaibli de ce côté-là. Parce qu'il y a peut-être trois des 4 principaux partis du Parlement espagnol sont derrière le gouvernement dans les sujets de la Catalogne. Donc à mon avis, ça, c'est pas sur ça qu'il peut se sentir faible, Mariano Rajoy. Claude, vous vouliez intervenir? Moi, ce qui me fascine, tout à l'heure, vous avez employé le mot coitus interruptus. C'est quand on voyait le visage des Catalans qui écoutaient le discours de Carles Puigdemont, on sent ce que vous disiez tout à l'heure, cette confusion, en fait. Et au regard de tout ce qui vient d'être dit, de ce poids aussi qui pèse sur le gouvernement, toutes ces affaires de corruption, y compris aussi en Catalogne, enfin, tout ça, on sent que dans tout ça, il y a beaucoup quand même de tactiques politiciennes, où on joue sur des choses passionnelles. Ziad Limam le rappelait, le poids de l'histoire est quand même extrêmement lourd. Et on voit un coitus interruptus, là, avec des préliminaires qui vont durer très très longtemps, hein, parce qu'on joue la montre sans arrêt. Alors, on va annoncer dans 3 jours l'indépendance. Alors oui, finalement, on annonce, mais on la suspend. Vous avez 4 jours pour nous donner une réponse. Ça peut durer encore très très longtemps. On voit que chacun ne veut pas prendre la décision de la rupture, hein, de la relation. Mais aussi, c'est un très bon moyen de, quoi qu'il arrive, si jamais, par exemple, l'État employé faisait recours à cet article 155, je crois, qui lui permettrait de reprendre la main sur l'administration de la Catalogne. Ça permettrait tout à fait aussi à Carles Puigdemont de se poser en victime là-dessus et à tout un tas. Ça, ça va jouer dans les législatives prochaines élections. À l'heure actuelle, c'est le scénario catastrophe, Madrid qui déclenche l'article 155 de la Constitution. Est-ce que ça peut arriver? Parce qu'il y a cet ultimatum qui est lancé pour cette semaine qui arrive. Bon, je me demande si Carles Puigdemont dit qu'il a vraiment proclamé l'indépendance, si le gouvernement de Madrid a un autre choix. Moi, je me pose la question. Mais il a dit qu'il n'apporterait pas de précision. Il a dit que je ne préciserai rien. J'ai tout fait ce jour-là et à monsieur Rajoy de lire ce alors, le numéro 2 du gouvernement catalan... Mais si on veut développer l'indépendance de la Catalogne... Le numéro 2 du gouvernement catalan précisait hier que si discussion il y avait, ça ne serait que sur l'indépendance. Ouais, pas pour des clarifications, le gouvernement l'a dit, c'est déjà... dire oui, j'ai déclaré l'indépendance. Donc c'est déjà une posture, une position. Mais moi, je voudrais rebondir sur ce qu'il disait notre confrère, sur le fait qu'il faut maintenant... Pour moi, le problème aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va gérer la frustration dans la société. Parce qu'on a créé une expectative. Des deux côtés, je ne parle pas que des Catalans, des catalanistes. Je parle qu'on a créé une expectative des deux côtés, des catalanistes qui se sont vus, ceux qui rêvent de l'indépendance, qui se sont vus près du but de sa vie, des fois, et que maintenant, ils voient comment ça leur échappe, et ça peut créer une énorme frustration, qu'on ne sait pas comment ça va rester dans la société. Et de l'autre côté, il y a une partie de la société catalane aussi, et de la société espagnole, qui veut continuer à être ensemble, qui ne veut pas entendre parler d'indépendance. Et aussi, ça peut créer une énorme frustration. Donc, les deux côtés, on allait vers les extrêmes. On allait vers les positions les plus extrêmes possibles des deux côtés. Maintenant, il va falloir gérer, baisser un peu la tension de deux côtés et gérer ces frustrations-là. Et là, c'est tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. Ça veut dire, comment est-ce qu'on va faire pour ces familles qui se sont, des fois, entre eux, qui sont disputées entre eux pour ce sujet-là, des familles. Ça, j'ai des témoignages qui me sont parvenus de ça. Comment on va faire aujourd'hui pour essayer de calmer les choses et dire peut-être qu'il n'y aurait pas l'indépendance et peut-être qu'il n'y aurait pas non plus le statu quo. Et c'est un travail qu'on ne pourrait pas faire avec la tension actuelle, ça c'est clair. Ziad. C'est-à-dire qu'on compare souvent le référendum catalan avec l'Écosse, mais ça n'a... Techniquement et juridiquement, c'est très différent. Les Écossais ont fait un référendum en accord avec le gouvernement de Londres sur des thèmes, sur un texte. Tout ça a été totalement organisé. L'exemple avancé par le gouvernement catalan, c'est celui de la Slovénie plutôt, qui a pris son indépendance au début des années 90. C'est l'exemple avancé par le gouvernement catalan. Oui, c'est la rupture unilatérale. Oui, mais alors on n'est pas dans un processus de discussion. On rompt unilatéralement et on voit ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faut remettre de la démocratie dans la discussion. C'est-à-dire que c'est très difficile de partir sur l'indépendance sur la base de ce référendum qui a été fait contre, quand même, malgré tout, un jugement du tribunal constitutionnel. Après, on peut dire que tout ça, c'est de la rigolade. Mais si on dit que tout ça, c'est de la rigolade, on est tous victimes de ça. C'est-à-dire, demain, d'autres pays, la France, je sais pas quoi. Bref, notre ami connaît ça aussi bien par cœur. On va y venir dans un instant. C'est leur temps à faire mais donc, je pense qu'il faut remettre de la démocratie. Mais pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, je pense aussi qu'il y a un problème à Madrid. Bien sûr que les socialistes et Ciudadanos sont
pour une Espagne unie, mais je pense quand même que c'est un gouvernement affaibli par les affaires de corruption. La démocratie espagnole est, excusez-moi du terme, c'est peut-être un peu fort, vérolée. Il suffit de voir le nombre incroyable d'immobilières, argent, à Marbella, je sais pas quoi, les maires, tout ça. Il y a beaucoup de problèmes dans cette démocratie qu'il faut attaquer, et je pense que c'est aussi par ces espèces de phénomènes un peu internes qu'on remet un peu de confiance entre toutes les parties de la nation. Christian. Ce qui est clair, c'est que depuis 2 semaines, les Catalans, je crois, ont quand même gagné la bataille de l'opinion. Il y avait 600 000, ils ont assez largement... 500 000 Catalans contre... Il y avait 1000 journalistes à Barcelone, ce que les Catalans n'avaient jamais vu. Internationalisation jamais vu de cette problématique. Oui, il y a eu une internationalisation du sujet, notamment à cause de la répression. On a fermé 400 bureaux de vote de manière assez violente, assez brutale. Est-ce que c'est les Catalans qui ont gagné la bataille, là où c'est Madrid qui leur fait gagner par sa répression? Je pense que c'est plutôt Madrid qui leur fait gagner par toutes sortes de moyens. Imaginez, on a confisqué, on a fait des perquisitions, on a confisqué des t-shirts sur lesquels il était écrit « si ». On confisque des t-shirts, mais on est dans le délit d'opinion, là. On est dans une police qui est instrumentalisée et qui crée un délit d'opinion. On a mis en examen, on a mis en garde à vue pendant 72 heures des fonctionnaires qui faisaient tout bêtement, tout simplement leur travail. Moi, j'ai un ami chroniqueur dans un grand média de Madrid qui a été flanqué à la porte parce qu'il a dit son opinion. Il travaillait depuis 30 ans. Je pense que Madrid fait tout ce qui est en son possible en ce moment pour empirer les choses. Et il va falloir calmer le jeu quelque part. Tout simplement pour dire qu'effectivement, ces images qu'on a vues de la police, que je crois que très peu de monde peut approuver, parce que d'un côté, c'est l'avantage de l'image, c'est un pas en arrière dans l'avantage de l'image, et de l'autre côté, ils sont extrêmement peu efficaces, parce que le référendum s'est quand même tenu, donc ça n'a pas servi au but qu'ils prétendaient servir. Moi, je crois que si c'est comme ça qu'ils vont construire l'indépendance des Catalans, veulent construire l'indépendance des Catalans, c'est très peu. Parce que même si la bataille de l'image, de l'opinion publique que vous dites, ça a pu être gagné quelques jours, on l'a vu dans la presse française que j'ai suivi de près ces jours-ci, on l'a vu un peu changer dans les derniers jours aussi, ça n'a pas du tout fait gagner la bataille de la reconnaissance internationale de ce mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays, aucune organisation qui a reconnu ça. On va tranquillement conclure sur ce thème. Il y a juste un point aussi dont on a peu parlé, mais qui pèse lourd, c'est le poids des marchés. C'est le poids de l'économie. Quand on voit les 2 principales banques catalanes, ce n'est pas des banques du pouvoir oppresseur de Madrid, c'est des banques catalanes qui déménagent du jour au lendemain pour sécuriser leur rating et le cours de leurs actions. Et deuxièmement, l'Union européenne. Je ne sais pas si vous avez entendu, on n'a pas entendu une acclamation majeure de l'Union européenne pour dire que la Catalogne sera un État européen du jour au lendemain. Donc ça aussi, ça joue. Je pense que ce que vous avez tous dit sur un espèce de retour à un équilibre, c'est très important parce que toutes les autres options ne sont pas... Disons que l'Union européenne se serait grandie peut-être à dénoncer quand même la violence du référendum. Non, pas tu demandes à des États... Alors qu'elle est prompte à parler de la Pologne et de la Hongrie. Tu demandes à des États d'accepter... La parole à Claude. L'Europe là-dessus a été claire. Elle a dit que si la Catalogne devenait indépendante, elle sortait de facto et voilà. Et donc la question économique, elle se pose, elle est effectivement centrale. Et c'est aujourd'hui, c'est pour cela que je me demande jusqu'où peut aller la Catalogne en termes de gagne dans ce bras de fer où pour l'instant elle a quand même la main parce qu'effectivement, elle a gagné une certaine forme de bataille de l'opinion face à Madrid qui a... la répression madrilène, en tout cas, a été extrêmement mal perçue. Mais jusqu'à quel point elle peut gagner économiquement dans cette bataille si les intérêts économiques catalans qui sont très importants, la Catalogne est une région quand même dont le PIB est largement supérieur à celui de l'Espagne, comment elle peut gagner là-dessus jusqu'au bout si elle va jusqu'à la rupture totale? La conclusion pour vous, Luis Miguel, rapidement, et on avancera. Je vais juste répondre à mon voisin de la droite, de ma droite, moi. Juste pour dire que je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit de toutes les affaires de corruption, de toutes les choses qui aujourd'hui entament un peu la démocratie en Espagne. Mais moi je le vois d'une certaine distance, parce que moi, j'ai la chance ou la malchance de vivre à Paris. Et je le vois, je peux comparer avec ce que je vois. Et je vois, c'est pas énormément différent. Ça veut dire, on a une vie démocratique qui n'est... tout ce qu'on fait. Oui, la corruption, elle est partout, si vous voulez. Moi, on n'a pas un ancien chef d'État mis en examen, si vous voulez. C'est pas pour dire que c'est plus ici, plus là, c'est pas une question de ça. C'est que des affaires de corruption,
Moi, j'ai l'impression, sincère, que plus on va au sud de l'Europe, plus on en a. Donc, il y en a partout. C'est quelque chose de courant. Ça ne nous a pas empêché, et j'ai fini avec ça, d'avoir 40 et quelques années de paix, de prospérité, parce que c'est la vérité, avec les Catalans, avec une région qui a un PIB qui est un cinquième du PIB espagnol. C'est vrai, c'est la région la plus dynamique de l'Espagne. Et que peut-être ce dynamisme... Peut-être un pacte à refaire. Il a peut-être un pacte à refaire. Pacte à refaire, c'est peut-être une des options. On aurait pu y venir un peu plus précisément. En tout cas, le prochain épisode, c'est cette semaine. On va voir ce qui se passe avec cet ultimatum de Madrid à Carles Puigdemont. On n'a pas fini de parler de la Catalogne, sujet passionnant s'il en est. On change de continent. Il y a 8 jours, à Bamako, une quinzaine d'organisations de la société civile ouest-africaine ont annoncé le dépôt d'une plainte contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy devant la Cour pénale. Elles l'accusent d'avoir déclenché la guerre en Libye en 2011 et provoqué la mort du colonel Kadhafi. Le FISPA, le Front international de la société civile panafricaine, est parrainé par le populaire chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly. On l'écoute. Nous pensons que l'assassinat du colonel Kadhafi était un règlement de compte personnel. L'assassinat du colonel Kadhafi a déstabilisé tout un continent. Aujourd'hui, on retrouve des armes de la Libye en Centrafrique. Les terroristes ont récupéré les armes du colonel Kadhafi, et ce qui a déstabilisé le Mali et beaucoup de pays. À partir du moment où des témoins de cette crise sont encore vivants, nous pensons qu'il doit y avoir un procès. Et c'est pourquoi ces associations de société civile africaines se sont mises ensemble pour porter plainte. Et j'ai accepté de les parrainer parce que je pense que c'est un combat noble, c'est un combat juste. Ziad, quelles sont les chances de voir Nicolas Sarkozy, suite à cette plainte, être poursuivi auprès de la Cour pénale internationale ? Que vaut en fait ce front ce FISPA? Je sais pas, il a plus de chances d'être poursuivi devant un tribunal français pour le moment que par la Cour pénale internationale. Non, je suis très partagé par cette initiative. D'un côté, je pense que d'explorer les secrets de l'histoire, et en particulier dans l'histoire libyenne, c'est important. Il y a eu une opération conjointe franco-britannique soutenue, ce qui fait que la plainte n'a probablement aucune chance d'aboutir, soutenue par une résolution des Nations Unies. Donc on n'est pas en dehors de toute légalité internationale. Après, est-ce que le colonel Kadhafi a été liquidé, pas liquidé, sur les ordres de qui, pourquoi, etc. C'est un deuxième point. Troisième point, la totale faillite du système international franco-britannico-américano-onusien, qui, après avoir fait sauter un dictateur qui était là depuis quarantaine d'années, dit aux Libyens, débrouillez-vous, vous avez bien trouvé une solution. Donc, tout ça, c'est absolument affligeant. Ce qui m'embête dans la démarche, c'est que du coup, on personnalise cette histoire sur Nicolas Sarkozy. Il y a un petit côté aussi de l'hostilité. Je pense qu'il y a une petite provocation parce qu'il y a l'hostilité d'une partie des élites africaines contre la Cour pénale internationale. Ce qui est à la fois juste parce qu'elle ne condamne que des Africains et qu'à un moment ça va finir par poser un problème, mais qu'en même temps c'est pas totalement un hasard si on condamne beaucoup d'Africains, c'est que malgré tout il y a un nombre d'abus absolument incroyable sur ce continent, peut-être par rapport à d'autres, j'en sais rien. Donc tout ça est... Voilà, c'est bien, c'est pas bien. Mais c'est quoi alors? C'est un coup d'épée dans l'eau? C'est une opération de communication? Quel est l'intérêt en fait de ce front? Il y a quand même quelque chose. Ça dit quelque chose quand même de cette société civile africaine et de ce qui se d'abord, passe. Les gens, excusez-moi, après je laisse parler à mes amis. Les gens sont très divisés. Il n'y a pas une société civile africaine. Il y a des gens en Afrique qui disent il faut une CPI et si c'est pas la CPI, il faut autre chose parce que c'est notre seule garantie. C'est notre seul recours parfois contre des régimes oppresseurs qu'on puisse arriver à obtenir des comptes. Après, il y a des gens aussi qui pensent le contraire. Donc je veux dire, il faut éviter. Il y a 50 États africains, il y a des oppositions diverses, des gens de gauche, des gens de droite. Je veux dire, tout ça, il faut faire attention à la réduction Afrique. Mais il y a un débat sur la justice internationale. Ça, c'est clair. Et il y a un débat sur la Libye parce que, comme dit Tiken, quelles que soient les responsabilités, l'effondrement de la Libye a eu un effet dévastateur sur les pays du Sahel jusqu'en Centrafrique, par la circulation des armes, par etc. Claude, non, je suis d'accord avec Ziad. Je crois que sur ce cas-là précisément, il y a plusieurs histoires qui se greffent. Il y a énormément d'histoires. Vous parliez de la société civile africaine. Elle est diverse, elle est divisée, mais elle existe. Elle est d'une vitalité incroyable. On l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu au Burundi, on le voit au Kenya, on le voit. Elle est plus au Togo en ce moment, vraiment, ou au Mali. On voit tous ces mots au Sénégal, quand même. Ouad, Blaise Compaoré, etc. ne sont pas partis tout seuls. Il y a quand même eu au départ quelque chose. Et comme à beaucoup d'endroits ailleurs, tout ça a été récupéré. Et aujourd'hui, les conséquences de tout ça
a des effets immédiats sur ces leaders de la société civile, dont certains aujourd'hui sont assimilés à des putschistes, etc. et tout, sont obligés de partir en exil. Enfin bref, cette société civile africaine, elle existe. Mais ensuite, il y a effectivement la question là de l'instrumentalisation aussi qui se fait autour de la justice internationale, de la CPI qui est accusée, à tort ou à raison, de s'acharner sur l'Afrique, puisqu'effectivement, elle n'a jusqu'à présent jugé, elle ne s'est préoccupée que de dirigeants africains. On voit principalement, on voit quand même qu'en Afrique, il y a des tentatives de sortir tout ça. On voit le procès d'Hissène Habré, quand même, en 2015, qui a condamné donc à la perpétuité Hissène Habré. C'est pas rien, quand même. C'est un dictateur africain qui, au nom de la compétence universelle, est jugé sur le sol africain. Et c'est bien au nom de cet exemple-là qu'aujourd'hui, la société civile africaine veut mettre la CPI, j'allais dire, le nez dans le caca, en disant, voilà, montrez-nous que votre justice est aussi juste que vous le dites. Et Sarkozy, est-ce que cette plainte est recevable ? Il y a une quinzaine d'organisations qui se sont mises ensemble là. Elles sont toutes différentes, mais on en a mentionné quelques-unes. Est-ce que malgré tout, et là c'est une démarche qui est plutôt ouest-africaine, qui n'est pas complètement pan-africaine, mais est-ce que là, c'est quand même la preuve aussi qu'il y a une émergence ou un bouillonnement ? Comment on peut qualifier ce qui se passe dans ces sociétés civiles africaines via des associations ? D'abord, c'est pas nouveau. C'est un processus qui a commencé avec la démocratisation de ces régimes, donc c'est un processus qui a plus de 25 ans maintenant. Encore une fois, il est à la fois symbolique et en même temps il est très divers. C'est-à-dire vous pouvez trouver des farfelus intégrales, comme vous pouvez trouver des gens extrêmement motivés, organisés, avec des mouvements citoyens, etc. etc. Et puis, encore une fois, tout ça recoupe aussi des éléments politiques. Par exemple, si vous prenez le Togo, si vous prenez des pays où il y a en ce moment beaucoup d'agitation, certes, il y a de la société civile, mais il y a surtout l'émergence aussi de contre-forces politiques qui sortent du réseau habituel, qui apportent une offre nouvelle et qui bouleversent les jeux. Donc tout ça, ça bouge un petit peu en même temps. Encore une fois, et sur ce dossier-là précisément, je pense qu'il faut choisir ses combats aussi. Moi, je pense que le combat interne à l'Afrique est très important. De mettre les leaders devant leurs responsabilités, de parler de gouvernance, de parler de formation, de parler de tous ces sujets qui concernent l'Afrique, c'est plus important peut-être que d'aller dire que Sarkozy, machin, tout ça, bon, très bien. Tout ça, comme je vous l'ai dit, Sarkozy, il aura suffisamment de problèmes avec la justice française, donc et peut-être qu'un jour, il parlera aussi sur la Libye. Mais dernier point, on en a parlé rapidement, là où il touche juste, c'est cette histoire de Libye. Il y a une vraie faillite du système international. Et aujourd'hui, on laisse le truc proliférer. Bon, il y a un gouvernement de Tripoli, on essaye de remettre les gens de Benghazi dans le circuit, les Français s'en mêlent, en énervant les Italiens au passage. Bref, il y a une tentative un peu de régler ce problème, mais voilà, une vraie question. Alors, il y a la plainte contre Nicolas Sarkozy, mais derrière ce front, derrière ce FISPA, il y a aussi des plaidoyers contre les troisièmes mandats de chef d'État en Afrique. Alors, on peut citer éventuellement le Togo, qui est en une d'Afrique Magazine ce mois, avec Fornia Simbe en fils 2, troisième mandat, en plus d'être un fils 2. Il y a cet aspect des choses, et puis il y a aussi des revendications contre le franc CFA. Donc là, est-ce que ce FISPA, malgré tout, pointe du doigt, parce qu'on parle de la Libye, mais est-ce qu'il pointe du doigt aussi de grands problèmes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ? Ziad vous connaissez ça mieux, mais... Voilà, c'est un peu la démarche. Voilà. Si on prend tous les problèmes de l'Afrique aujourd'hui, on les met dans un pot et on dit c'est la faute du colon, de Sarko, ça me gêne. Le franc CFA, c'est typique un débat économique, macro, sur lequel les États qui sont quand même après tout représentatifs, peuvent avoir une discussion, et de dire le franc CFA est un instrument du colonialisme français ou aujourd'hui européen, parce qu'il faut quand même dire que la vérité c'est que le franc CFA c'est plus la France, c'est l'Union européenne, c'est l'euro. Bon, très bien, proposez autre chose, proposez un autre système, faites des déclarations, etc. Et agissez aussi dans le cadre des démocraties que vous êtes en train de fortifier et de soutenir par le biais de vos parlements, par le biais de pétitions, etc. Mais cette espèce d'interpellation au reste du monde pour dire ça marche pas parce que c'est un peu... Tout le monde est d'accord avec ça, Christian, avec ce que disait Ziad? Ça donne, c'est-à-dire qu'on a deux sentiments, sans être un expert. On a le sentiment que ce qui se passe là-bas est le fruit, effectivement, d'une société civile qui est en ébullition, où il se passe des choses, où il y a une démocratie qui est en train tranquillement de s'installer, un débat politique, mais en même temps qu'on cherche aussi des boucs émissaires.
et faire de Sarkozy le bouc émissaire des malheurs de l'Afrique. Dans le cas de la Libye, il y a une vraie discussion. Dans le cas de la Libye, il y a une vraie faute. D'ailleurs, ils auraient dû aussi mettre Cameron dans le coup. Pourquoi Cameron n'y est pas? Voilà. Il était aussi présent. Bon, c'est que c'est plus facile de faire de Sarkozy un bouc émissaire que Cameron. Cameron, on ne se souvient plus de son nom presque. Il y a quand même un énorme désir dans une très grande part de la société africaine. L'Afrique qui est un continent extrêmement jeune, avec des gens de plus en plus connectés, qui ont envie de gouvernance, qui ont envie de bonne gouvernance, qui ont envie de bonnes pratiques démocratiques. Il y a quand même cet appel qui est important, et on sent que tout ça est aussi, alors je ne veux pas jouer dans l'opposition, l'ancien vilain colonisateur, etc. et tout, mais prenons le cas du Kenya quand même, où cette élection, c'est quand même une première. On a tous salué l'énorme prouesse démocratique de cette Cour suprême kenyane qui invalide des résultats d'une élection à cause de fraude électorale. La communauté internationale a reconnu les résultats de cette élection. Enfin, elle se retrouve. On voit bien qu'on est. Quand on regarde l'Afrique, on continue à la regarder avec ce surplomb qui empêche aussi l'émergence d'une certaine forme de vraie société civile. Aujourd'hui, il y a aussi une grosse part de la société civile africaine qui est créée elle-même par les régimes, qui se créent des alternatives acceptables, des opposants de l'intérieur, avec toutes les limites que ça comporte. Et puis, ça sera très facile parce que comme ça, rien ne changera. Alors qu'aujourd'hui, je crois qu'en Afrique, il y a quand même une véritable volonté d'aller ailleurs, d'aller autrement. On le voit aussi sur la difficulté qui a attribué chaque année le prix Mo Ibrahim, qui est un prix dont on ne parle pas assez, mais qui récompense... on en parle à la télé 5 Monde, et tant mieux, parce que ce prix remarquable qui est censé récompenser les hommes politiques, les chefs d'État africains qui ont fait preuve de bonne gouvernance. On n'arrive pas à l'attribuer, ce prix, ou pas chaque année. Luis Miguel? Oui, je ne suis pas un expert sur le sujet, mais je me demande si ça ne peut pas aider à faire sortir, à se réveiller cette société civile en Afrique, que depuis des années on n'a pas vu, qu'après le colonialisme, ça a été un peu pris en otage par les dictateurs dans tous les pays. Donc si ça peut faire émerger ça, et que la communauté internationale peut aider, peut-être avec un tribunal pénal international un peu revigorisé, réformé, qui puisse faire quelque chose, je crois que ça peut aider. Après, la Libye, c'est vrai que c'est une blessure qui n'a pas été bien fermée, ça c'est clair, tout le monde est d'accord avec ça. Donc si ça peut aider ça, au moins ça serait quelque chose. On fête pas du tout, c'est aujourd'hui le 30e anniversaire de la mort, de l'assassinat de Thomas Sankara, qui reste une figure très importante en Afrique, qui représente le panafricanisme, qui représente la bonne gouvernance. Il aurait dit, lui, quelques mois avant son assassinat, tuer Sankara et des milliers de Sankara naîtront. Est-ce que c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment en Afrique ? Je pense qu'on n'est plus dans la même période. Sankara, c'était quand même... c'était un révolutionnaire de gauche assez ultra. Donc il avait tout le monde dans lequel on vivait à l'époque, la communisation, le marxisme, la lutte des classes, la dictature du peuple sur la bourgeoisie. Enfin, tout ça, c'était dans le monde sankariste. Et d'ailleurs, ça a généré au Burkina de nombreuses résistances, parce que le Burkina était quand même, et toujours d'ailleurs, une société commerçante traditionnelle, et donc il y avait un conflit assez profond entre le pouvoir sankariste et les structures traditionnelles du Burkina. Mais ce qu'a apporté Sankara, c'est cette espèce justement de posture indépendante par rapport à l'ex-colon, par rapport aux puissances dominantes, par des trouvailles symboliques. Le nom du pays, Burkina Faso, c'était quand même une trouvaille symbolique. Donc il travaillait beaucoup sur les symboles. Il incarnait aussi une jeunesse à un moment où on avait affaire, pour se remettre dans le contexte, à Houphouët, à Mobutu, à des gens qui avaient cette espèce de lourdeur post-coloniale, épaisse, l'argent, le truc, les trafics. Ce type est arrivé en disant, moi, tout ça, ça va dégager et on va refaire une Afrique nouvelle. Donc ça, c'est resté. Les deux énigmes qui sont toujours là, c'est qui l'a tué, pourquoi, comment, est-ce que c'est Blaise, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est pas quoi, etc. Est-ce qu'on peut aurer l'ancien président, etc. Et deux, qu'est-ce qui reste réellement du sankarisme? Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, petit à petit, qu'on ne pouvait pas faire depuis 87. D'un mot pour conclure sur ce thème, est-ce qu'il y a un nouveau Sankara qui émerge en Afrique, l'Afrique de 2017? Je pense que ça a totalement changé, comme disait Claude, c'est-à-dire qu'il y a
Aujourd'hui, les jeunesses, elles ne sont pas dans le sans-charisme. Elles sont dans « il faut que je me trouve une formation, il faut que je me trouve un boulot, il faut que j'ai un visa qui me permette d'aller travailler ou bouger dans le monde ». On n'imagine pas à quel point cette frustration, par exemple, de centaines de millions de jeunes Africains qui ne peuvent pas bouger. C'est un truc de dingue, c'est-à-dire même pour aller à l'école. Donc je pense que toute cette jeunesse, elle est dans la connectivité. On lui a montré le monde global, il est devant leurs yeux, etc. Ils ont envie de rentrer dans ce monde-là, de participer, de s'enrichir, de se former. Voilà, c'est ça le défi d'aujourd'hui. Et ce monde-là, c'est aussi le monde, pardonnez-moi la transition, mais c'est aussi le monde de Donald Trump. On en parle toutes les semaines. On va y venir. Ça fait au moins une semaine qu'on en avait parlé, qu'on n'avait pas parlé. Donald Trump, rappelez-vous, il l'avait promis pendant sa campagne, hein, Christian. Le président américain veut renégocier l'accord de libre-échange nord-américain, États-Unis, Canada, Mexique. Alors, une 4e session de discussion se tient en ce moment à Washington. Et en parallèle, le Premier ministre canadien s'est rendu à Washington et à Mexico. Comme nous le savons, le 4e tour des renégociations de l'ALENA est en cours ici à Washington et le président Trump et moi avons réitéré notre engagement à travailler ensemble en toute bonne foi pour améliorer ce traité qui en a besoin. L'ALENA a bénéficié à des millions de personnes et peut bénéficier à des millions de plus. Nous continuons à penser que l'amélioration et la modernisation des accords de l'ALENA sont les meilleures solutions pour créer des opportunités pour nos citoyens, nos travailleurs et nos hommes d'affaires, de développer l'économie et aider les populations de nos 3 pays. C'est pourquoi nous restons engagés dans le développement de l'ALENA, parce que nous savons que cela a déjà créé des milliers d'emplois. Alors, on le sait, les relations sont très tendues entre Washington et Mexico. Est-ce que là, tout d'un coup, le Premier ministre canadien se retrouve un peu comme VRP de l'ALENA? Est-ce qu'il est l'entremetteur? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette mini-tournée? Il faut retenir, je crois qu'il ne sait pas trop quoi faire là, en ce moment, parce que vous savez, le Canada, s'il y a un pays dans le monde qui vit dans l'éloge du libre-échange, de la libre circulation des marchandises, c'est le Canada. Le Canada, c'est une mince bande de terre. Hein, c'est gigantesque, le Canada, mais il n'y a personne qui vit au nord. Donc, c'est une mince bande de terre sur la frontière américaine. Hein, ça, sur la longueur d'un continent. C'est ça, le Canada. Et donc, le Canada vit du commerce avec les États-Unis. C'est 80% de notre commerce. Et depuis 40 ans, au Canada, on fait l'éloge du libre-échange partout, et notamment au Québec. Les plus libre-échangistes du Canada, ce sont les indépendantistes québécois, entre autres. Un peu comme en Catalogne, c'est amusant. Et donc, je dirais qu'il y a quelque part un choc anthropologique un peu qui est en train de se produire, peut-être au Canada. Peut-être qu'on ne vivra pas toujours cette grande période de libre-échange. Peut-être que le libre-échange, ça a pas. Peut-être qu'on est à la fin d'un cycle. Il y a eu des périodes de libre-échange dans l'histoire, des périodes où ça s'est modéré. Et peut-être qu'on est à la fin de quelque chose. Et pour les Canadiens, je pense que ça représente un choc. C'est la fin de quelque chose vis-à-vis des États-Unis, puisqu'on voit que ça craque un petit peu autour de l'ALENA, et en même temps, le CETA, avec l'Union européenne, vient d'entrer en vigueur. Est-ce que ça peut compenser? Non, ça ne peut pas compenser. Ça pourra compenser dans 50 ans, dans un siècle, dans 75 ans, quelque chose comme ça, parce que le commerce avec l'Union européenne, c'est minuscule à côté du commerce avec les États-Unis. Tout notre commerce se fait avec les États-Unis. Quand on calcule qu'une voiture, il y a au moins 18 pièces qui font, je ne sais plus combien de fois, l'aller-retour entre du côté de Détroit et Windsor de l'autre côté. C'est inimaginable. Et là, les Canadiens sont en train de réaliser. En même temps, les Canadiens les Américains viennent de frapper Bombardier de droits de douane absolument inimaginables. C'est 80%. Donc, il y a une guerre entre Bombardier, le Canadien, et il y a une vraie guerre entre Boeing et Bombardier. Et là, on réalise que les Américains, ils rigolent pas du tout. Ils veulent pas rigoler. Donc, il va falloir sauver les meubles, il va falloir sauver quelque chose. Il y a toute la question de la gestion de l'offre, le lait, les œufs, le poulet qui pourrait être menacé. Les questions culturelles, parce que l'exception culturelle, ça avait été inscrit. La première fois qu'on a inscrit l'exception culturelle dans un traité de libre-échange, c'était dans l'ALENA. C'était dans le premier traité avant l'ALENA et après, ça a été repris dans le traité de l'ALENA. Et là, les artistes s'inquiètent à un moment, justement, où le Canada est en train de plier face à Netflix. Vous savez que Netflix au Canada... On en parlait ici il y a 2 semaines. Netflix ne charge pas de TVA, ne paie pas de TVA au Canada. Il y a un accord avec le gouvernement voilà, c'est ça. canadien. Et le gouvernement dit très bien, vous ne payez pas d'impôts, c'est très bien, c'est génial. Et donc, les artistes s'inquiètent là-dessus. Les Canadiens, je dirais, sont aujourd'hui, en ce moment, sur la défensive. Et les Mexicains, là, j'en parle pas. Ziad, vue d'Europe, tout ça? Non, vue d'Europe, c'est Trump. Tout ça, le Canada, le Mexique. Le Mexique, c'est bizarre parce que c'est quelque chose on a un tropisme en France sur le Mexique. On s'intéresse à ce pays. C'est un pays important. On comprend leurs difficultés. Mais je pense quand même que pour nous,
c'est la menace Trump sur l'organisation mondiale telle qu'on la connaît depuis 50 ans, c'est le retour du protectionnisme, c'est le désinvestissement de l'Amérique des grands dossiers. Et c'est embêtant parce que c'est l'image de l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Ils sont trop puissants pour qu'on les laisse faire totalement ce qu'ils veulent. Et comme tu disais, les taxes sur Bombardier, demain sur Airbus ou demain sur je ne sais pas quoi, tout ça, ça joue. Après, moi, je suis un peu effaré par les contradictions. C'est comme le Brexit, c'est-à-dire qu'il y a dans la position américaine un nombre incalculable de contradictions qui sont balayées par l'idéologie et par le discours du président, ce qui prouve aussi que le président est un personnage extrêmement puissant aux États-Unis, qu'il peut imposer un certain nombre de choses en dehors de tout contre-pouvoir, et en particulier cette histoire de l'ALENA, puisque grosso modo, les républicains sont plutôt libre-échangistes, plutôt pour le commerce international, etc. Et donc, il est contre. Par contre, sur le Mexique, on est vraiment dans la contradiction absolue. C'est-à-dire, on va appauvrir ce pays qui a, grâce à l'ALENA, malgré tout, créé une industrie automobile, une industrie pharmaceutique, une industrie ceci, cela. On va les appauvrir, on va leur coller un mur et on va leur dire vous allez garder vos migrants et vous allez garder vos gars et puis on va vous en renvoyer 1 million. C'est quand même, je veux dire, c'est leurs voisins pour l'éternité. Luis Miguel. Oui, je me pose la question si on a un traité qui sont avec 13 États qui sont de deux côtés et les États-Unis au milieu. Il y a 2 États qui voudraient continuer avec ces traités parce qu'apparemment ça bénéficie tout le monde, vraisemblablement. Et celui du milieu qui ne veut pas. Donc je me pose la question si dans l'opinion publique américaine, je n'ai pas de réponse, c'est une question que je me pose, dans l'opinion publique américaine, ça ne peut pas que renforcer l'électorat de Donald Trump, qui leur a dit oui. Pendant toute la campagne électorale, tout le monde nous pique partout, on est un peu la bâche au lait de tout le monde. Donc, est-ce que dans l'électorat américain, le fait que d'un côté les Canadiens... Pardon, dans l'électorat de Trump, merci. C'est l'électorat américain et l'électorat... Il y avait même un Canadien qui avait dit est-ce qu'on pourrait récupérer la côte Est et la côte Ouest des États-Unis et laisser le centre aux Américains, et comme ça on aurait quelque chose d'à peu près cohérent sur le plan des idées. Est-ce que c'est parce que devraient faire les Canadiens et les Mexicains, c'est-à-dire eux s'unir et puis laisser cette bande de terre là au milieu? Est-ce que ça c'est une option ou c'est complètement impossible et pour l'un et pour l'autre de se passer des États-Unis? Au plan commercial, allez essayer de convaincre Boeing qui va vendre tous ses avions au Mexique. Ces avions, c'est à Delta qui les vend. Mais on parle de Trump, on dit Trump, c'est la politique de Trump. Mais derrière Trump, il y a un électorat. Il y a des populations, justement, comme vous le dites. Comme derrière le Brexit, il y a des populations. Il y a des gens dans nos sociétés qui ne sont pas contents du libre-échange, qui trouvent que ça n'a pas donné les résultats qu'on leur avait annoncés, qui trouvent que ça va mal. Comment sont représente ces gens-là. Comment sont perçus les traités de libre-échange au Canada? Comment sont perçus ces traités de libre-échange au Canada? Vous parliez des Américains, mais au Canada, chez la population canadienne. Le Canada, je vous le dis, au Canada, les traités de libre-échange, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Plus on en signe, mieux c'est. Mais aux États-Unis, c'est pas le cas. Je veux dire, les Américains vivent du commerce international, mais pas comme le Canada. Le Canada est entièrement dépendant du commerce international. Les Américains ont un marché intérieur quand même relativement consistant. Ils sont capables aussi de vivre sur eux-mêmes. Donc ils ont une marge de manœuvre plus grande et il y a un électorat derrière M. Trump. Il y a une insatisfaction qui est souvent anarchique, qui s'exprime de n'importe quelle façon. On n'a qu'à écouter Trump pour le réaliser. Mais c'est pas une histoire d'individu. C'est pas une histoire de méchant Trump. Dans mon rapide, parce qu'on va continuer à parler de Donald Trump, mais sous l'angle de l'UNESCO. L'America First, c'est pas que commercial. L'America First, c'est idéologique, c'est religieux, c'est la couleur de la peau. Oui, mais je veux dire, il faut quand même rappeler que grâce quand même à cette mondialisation, grâce à cette libération des échanges, tout le monde s'est considérablement enrichi à l'échelle de l'histoire depuis 30 ou 40 ans. On a sorti des populations entières, des centaines de millions de gens du rien du tout. Oui, mais allez dire ça à un mineur du charbon aux États-Unis. Oui, mais on leur ment, excuse-moi, on leur ment en leur disant c'est parce que des Mexicains et des Canadiens ont votre boulot que vous êtes dans la mouise. Vous êtes dans la mouise parce que votre industrie est dans la mouise. Et la responsabilité des États en France, aux États-Unis, etc., c'est de restructurer ces industries pour qu'elles soient adaptées à ce qui existe. Ça ne changera plus. Ça. Alors, il y a le les commerce, Américains sont pardonnez-moi, ils sont totalement dans l'échelle de valeur mondiale. Comment ils peuvent dire on sort de là? Sauf pour en profiter unilatéralement. Sortir pour en profiter unilatéralement, c'est la question qu'on va se poser maintenant, puisque les États-Unis, Israël, cette semaine, ont quitté l'UNESCO. L'UNESCO, la semaine a été très agitée. C'était pendant l'élection mouvementée de la nouvelle directrice générale. La nouvelle directrice générale, c'est Audrey Azoulay, la française. Et tout de suite après son élection, elle s'est exprimée sur cette nouvelle crise. Et là derrière, on retrouve à nouveau Donald Trump. La première chose que je ferai sera de m'attacher à restaurer sa crédibilité, la confiance des États membres, son efficacité,
afin qu'elle puisse agir, parce qu'elle est la seule à pouvoir le faire de façon durable sur les enjeux qui sont ceux de notre monde. Parce que c'est par l'éducation, c'est par la culture, c'est par les sciences, c'est par la défense des libertés que nous agirons dans le long terme efficacement. Dans ce moment de crise, je crois qu'il faut plus que jamais s'impliquer dans l'UNESCO, la soutenir, chercher à la renforcer et à la réformer et non pas la quitter. Alors, allusion très claire aux États-Unis. Les États-Unis et Israël qui avaient déjà suspendu leur contribution financière il y a 6 ans. C'était suite à l'admission de la Palestine à l'UNESCO. Ça représente à peu près un quart du budget. Vous y étiez, vous, à ce discours. Et comment ça a été perçu à l'UNESCO? C'est symbolique ou ça fait mal? Bon, sur le coup, ça faisait mal la sortie de ces pays-là, mais c'était quelque chose qui n'a pas énormément changé du moment où ils ne payaient plus depuis des années. Moi, mon analyse, c'est que l'UNESCO, c'est peut-être une des institutions internationales les plus démocratiques, parce qu'à la différence de l'ONU, on n'a pas cette pare-feu qu'est le Conseil de sécurité, donc tout le monde a un vote, tout le monde peut voter, et du coup, on inclut la Palestine. C'est quelque chose qui montre que la communauté internationale peut-être voudrait inclure la Palestine plutôt dans la communauté des nations, mais que dans d'autres institutions comme l'ONU, ils ne peuvent pas. L'UNESCO, ils ont pu. Et là, il y a des pays qui n'acceptent pas ces jeux, et c'est les États-Unis en particulier, et donc ils sont arrêtés. Et maintenant, c'est une organisation qui est un peu touchée de ces problèmes-là, et que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire la nouvelle directrice générale. Parce qu'il y a deux types de problèmes. On accuse l'UNESCO d'être politisée. C'est ce que disent aujourd'hui les États-Unis et Israël. Elle est aussi dans une situation financière catastrophique, peut-être en défaut de paiement à la fin de l'année. Donc en effet, que peut faire Audrey Azoulay, qui se retrouve quand même à la tête d'un chantier colossal? Effectivement, si l'UNESCO n'a plus les moyens de payer ses fonctionnaires à la fin de l'année, son travail va être compliqué. C'est vrai ce que vous disiez, l'UNESCO est quand même une des institutions internationales où il se passe en fait le plus de choses au niveau démocratique. C'est aussi un des rares endroits où encore le multilatéralisme pouvait s'appliquer, là où il ne peut pas s'appliquer ailleurs. Effectivement, où est-ce que Israël et la Palestine se retrouvent finalement au même endroit? Où est-ce qu'on discute avec la Corée du Nord? On discute avec la Corée du Nord aux Nations Unies, ils ont des diplomates à l'UNESCO. Dans des pays qui n'ont pas de représentation diplomatique, c'est aussi là, c'est sur des choses comme ça que se font les contacts entre pays. Non, ce qu'on voit, on parlait, alors s'il faut filer la métaphore sexuelle depuis le début de cette émission, on a parlé tout à l'heure de coitus interruptus. Là, nous, on est dans la méthode du retrait, avec Trump. On se retire de la COP21, on se retire de l'ALENA, on se retire de l'accord nucléaire, de l'accord de Vienne avec l'Iran, on se retire de l'UNESCO. Trump ne croit qu'à une chose, c'est au rapport de force entre puissants. Il ne croit pas au multilatéralisme, il ne croit pas aux institutions que les États-Unis ont très largement contribué à mettre en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il ne voit plus du tout les choses comme ça. Et quand on se coupe de multilatéralisme au moment où il y en a le plus besoin, ça pose des problèmes. Après, Trump n'est pas éternel. Peut-être que le défaut de l'UNESCO, c'est d'essayer de remplacer l'ONU. L'ONU, elle existe. On essaie parfois de faire une contre-ONU. Alors, la mission de l'UNESCO, c'est pas ça. Et moi, quelque part, je me réjouis de l'élection de Mme Azoulay parce qu'elle a un profil culturel. Elle a vraiment un profil culturel. C'est quelqu'un qui a milité même avant d'être ministre, avant d'être au CNC. Elle a été dans le milieu du cinéma. Elle a milité avec Costa Gavras pour l'exception culturelle en France. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a le profil des défis de ce qui s'en vient à l'UNESCO. Parce que c'est quoi les défis? On parlait de Netflix tout à l'heure. C'est ça, c'est pas la Palestine le défi de l'UNESCO, à mon avis. Pas... Non, je crois pas. Je crois pas. Il y a un traité notamment sur la diversité culturelle à l'UNESCO sur lequel les Québécois ont travaillé très, très fort avec la France. Je trouve que Mme Azoulay a le profil pour aller défendre ces défis-là, pour aller relever les défis de demain dans le domaine culturel. D'abord, la culture, c'est politique. C'est politique, mais ça reste la culture. Tous des enfants de mai 68, la culture, c'est politique. Tant qu'on la déculture quand on dit que telle ville, Hébron, fait partie du patrimoine historique palestinien, c'est une décision culturelle ou politique. Et donc ça pose... C'est essentiellement politique. Oui, mais donc on pose des actes. On n'est pas dans un bocal. La deuxième chose, moi je suis quand même très épaté que la toute puissante Amérique
première puissance mondiale, économique, militaire, etc., soit effrayé par cette pauvre petite représentation palestinienne à l'UNESCO, au point de quitter l'UNESCO. Tout ça, c'est du bullshit, comme disent les Américains. Ils n'aiment pas cette organisation, qui est une organisation un peu libertaire, où tout le monde peut ouvrir, comme tu disais, tout le monde peut l'ouvrir sans contrôle. Un peu bureaucratique aussi, quand même. Oui, l'UNESCO est quand même assez connu pour son archi-bureaucratie, le libertarisme bureaucratique. Les Nations Unies, c'est bureaucratique. L'Union européenne, Bruxelles, c'est bureaucratique. C'est l'espèce de truc maintenant qu'on balance à toutes ces organisations. Vous êtes bureaucratique, vous êtes mal géré. Ok, bon, très bien, c'est bureaucratique, c'est mal géré, on peut faire un effort. Mais c'est pas une raison pour fusiller un des rares endroits où il y a un vrai dialogue culturel et politique sur un certain nombre de mais alors ça, c'est ce que vous dites ici en plateau, mais les États membres ne financent pas, parce qu'on parle des États-Unis, on parle d'Israël, c'est pas les seuls. Regardez, le Japon ne paie pas. On parlait de la culture, c'est politique. Le Japon ne paie plus depuis que le massacre de Nankin a été reconnu, a été inscrit à la mémoire, au registre des mémoires. Toutes les décisions qui sont prises, l'enseignement des sciences dépend de l'UNESCO, la protection des médias, l'UNESCO, la culture, l'enseignement de la mémoire et de la mémoire de l'humanité qui fait la politique d'aujourd'hui, elle est à l'UNESCO. Et toutes ces décisions de quitter l'institution, ce sont des décisions politiques, finalement. On les accuse d'être trop politisés et finalement, ils prennent des décisions politiques, de sortir par des décisions politiques. Parce que l'inclusion de la Palestine, ça peut être une décision politique, mais au fond, c'est une décision de rentrer dans une institution culturelle, culturelle, éducative, de la science. Mais ce n'est pas la première fois que les États-Unis en abandonné. Ce n'est pas la première fois. Dans les années 80 déjà, de Ronald Reagan les avait retirés. C'est la deuxième fois que ça va. Ils sont revenus dans les Nations Unies, à l'UNESCO au bout de 20 ans. C'est parce que les États-Unis avaient besoin désespérément de support au moment de lancer la guerre en Irak. Voilà. Et donc, il a fallu chercher du multilatéralisme. Et je me rappelle à l'époque où ils sont sortis la première fois, ils ont créé tas d'institutions un peu pour imiter le multilatéralisme, mais qui n'étaient pas multilatéral parce qu'il n'y avait pas tout le monde. C'était des institutions plus restreintes où rentraient qui les États-Unis voulaient. Donc, ils travaillent mieux dans un environnement plus restreint que dans des environnements. Le truc du multilatéralisme, c'est quoi? C'est aussi de nous protéger de gens très puissants. America First, ça veut dire quoi? Ça veut dire America decides. Et le reste, elle s'en fout. C'est très emmerdant. On a besoin d'un système multilatéral pour pouvoir avoir un système de contrepoids par rapport à la puissance américaine. D'où le défi extraordinaire que l'UNESCO a face à la mondialisation de la culture. Oui, mais elle doit protéger les États. Elle a tous les instruments pour le faire. Et c'est ça, sa mission, protéger les États pour défendre les cultures nationales, notamment les cultures diverses dans le monde entier, qui sont aujourd'hui menacées, notamment par Trump et par les États-Unis. Et après Trump, et on aura affaire aux Chinois aussi. Il ne faut pas non plus penser que c'est qu'un problème américain. Demain, à la super Chine, il faudra bien qu'il y ait un système d'équilibre pour que cette superpuissance démographique et économique ne décide pas de tout pour nous. D'où la discussion européenne aussi. Et ça sera à Audrey Azoulay de s'en charger, puisque donc elle ne pourra pas le faire toute seule, mais enfin elle va être aux premières loges à partir de fin novembre, où elle devrait prendre ses fonctions pour un mandat de 4 ans. On va terminer, comme toujours, si vous le souhaitez, avec Dilem. Dilem qui revient notamment sur cette nomination, sur cette élection à la tête de l'UNESCO. Regardez, élection d'Audrey Azoulay. Je commence par classer ce site patrimoine mondial de l'humanité en danger, pourrait-on peut-être même ajouter. La situation politique en Catalogne, on en parlait tout à l'heure, inquiète les milieux économiques. On fait nos cartons, déclare ce banquier devant un coffre dont on connaît bien sûr la fragilité. Donald Trump encore, on en parlait aussi, mais un coup de pied dans le dossier nucléaire iranien, vous l'évoquiez Claude. Le président américain dit ne pas vouloir quitter l'accord conclu en 2015, mais il refuse de le certifier. C'est un dossier qui va monter dans les jours qui viennent. Ce membre du groupe État islamique constate avoir beaucoup perdu de poids, sous-entendu de terrain. Raqqa, la capitale autoproclamée de l'organisation terroriste en Syrie, serait sur le point d'être libérée. Et puis enfin, à Hollywood, l'affaire défraie la chronique. Coupé, clap de fin pour le tout-puissant producteur Harvey Weinstein, exclu des Oscars, viré de sa propre compagnie, des actrices de premier plan qui dévoilent son harcèlement sexuel méthodique. Certaines femmes l'accusent même de viol. Un commentaire là-dessus, Claude, parce que c'est une affaire qui prend une ampleur absolument phénoménale, qui arrive même en Europe. Les langues se délient. Juste avant d'arriver à l'émission, je regardais Twitter, j'invite vos téléspectateurs à le faire et à suivre le mot dièse, le hashtag balance ton porc. Porc, P-O-R-C. Et le nombre de témoignages de femmes qui racontent comment
un jour ou l'autre, elles ont été victimes, alors sans aller jusqu'au viol, mais de ces attitudes. Je crois que ça réveille chez beaucoup d'entre nous des grands moments de colère impuissante ou d'humiliation que je pense qu'on est beaucoup plus nombreuses qu'on ne le croit à avoir subi. Et c'est la moitié de la population, les femmes, rappelons-le. Merci Claude, merci messieurs. Merci à vous qui nous regardez fidèlement tous les dimanches. Je vous dis à dimanche prochain, évidemment. Et d'ici là, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, #kiosque ou alors sur notre page Facebook. On vous y attend nombreux. À dimanche.